et bienvenue dans Café Coaching. Aujourd'hui, on va vous parler de Socrate. Amélie avait envie de déposer le sujet, elle va venir vous raconter comment ça lui est venu. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on va poser en fait, quel parallèle on fait entre Socrate, la philo, d'une manière plus globale, et le coaching. Et plus précisément, comment le coaching s'est inspiré de la philosophie. Donc, qui de mieux que Socrate, vous allez voir, pour lancer cette discussion autour d'un café. Bienvenue dans Café Coaching. Amélie, à toi, raconte-nous un peu comment s'est arrivée cette idée. Merci déjà, Catherine, d'amener le sujet là au Café Coaching parce que c'était important de venir éclairer ça. Je me suis retrouvée un soir sur YouTube sur une vidéo de Socrate qui s'intitulait La maïeutique. J'ai écouté la vidéo, très intéressante. Et à force d'écouter la vidéo, je me disais, mais attends, on n'est pas en train de parler de coaching quand on parle de maïeutique? Et j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout et je me suis dit, c'est pas possible, il y a des ponts. On ne peut pas rester comme ça sans aller creuser le sujet. Du coup, j'ai pris des notes. Et si tu veux, je peux te faire une définition de la maïeutique et j'aimerais bien que tu m'expliques quel écho toi tu vois avec le coaching si je te donne la définition de la maïeutique. Ça très te bien, ça super. Oui. Okay. La maïeutique, c'est l'art de faire émerger la connaissance par le questionnement. C'est l'art de faire accéder notre interlocuteur à la connaissance qui est en lui, donnant l'occasion de répondre lui-même à ses interrogations. C'est-à-dire que Socrate ne se positionne pas aussi comme celui qui sait, mais comme celui qui va permettre à l'autre de faire découvrir sa propre vérité grâce au dialogue et grâce aux questions. C'est ça la maïeutique. D'accord. Ah bah oui, je vois une grande résonance avec le coaching. La phrase qui me venait, et je crois qu'il a dû citer aussi, lui, c'est « Je sais que je ne sais pas ». Oui. Et c'est un peu la phrase que je me dis quand je démarre un coaching en séance. C'est l'idée de... Ça vient rejoindre la posture basse et l'humilité du coach de se dire ce que je dois faire émerger est en face chez mon coaché. Donc, je ne le sais pas encore, mais je vais aider à faire émerger. C'est le premier truc qui me vient. Deuxième chose, c'est le principal outil, quand même, c'est le questionnement. Il y en a d'autres, mais à un moment donné, on va toujours se retrouver à poser des questions. Et non pas des questions pour comprendre la situation ou savoir quelque chose, mais plutôt pour que le coaché conscientise et arrive à comprendre sa situation. Oui. Et du coup, ça me fait... Attends, je vais dire un truc que je viens de perdre. Là, oui, ça y est. Là où c'est... ce qui me frappe et ce qui m'a frappé aussi dans la vidéo, et c'est ce que tu viens de dire là aussi, c'est le fait qu'il faut être deux, en fait. C'est que tu peux pas être tout seul avec tes questionnements. On a besoin d'une autre personne pour venir faire émerger ce qui est là et qu'on voit pas, qui n'est pas clair parce que ce n'est pas exprimé. Oui. Oui, dire, c'est déjà... dire, c'est déposer, c'est mettre en lumière, mettre en voix déjà. Et du coup, c'est plus clair. Parfois, on peut le faire tout seul. Il y a des gens qui ne vont pas voir de coach. Mais quand tu arrives, quand tu viens voir un coach, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire tout seul. Et donc, le coach, il est là pour t'aider à. Il va être comme soit un miroir, des fois, pour te faire prendre conscience de ce que tu as à l'intérieur. Parfois, il va te poser une question qui va te faire voir les choses autrement. Tu vois, c'est comme si on prend cette pièce-là, on regarde d'une certaine façon,
et le coach te déplace, te met de l'autre côté et tu es toujours dans la même pièce mais tu vois autre chose. Ben, c'est un peu pareil, c'est comment tu vois ta situation autrement. Donc il y a, et ça, ben oui, il faut être deux pour le faire parce que tout seul, une fois que, la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu aussi comme une habitude, donc à force de le faire avec le coach, l'idée aussi du coach, c'est de ne pas rendre son coaché dépendant, donc du coup, au fur et à mesure, tu vas savoir le faire aussi, toi. Tu vas t'auto-coacher. Pour arriver à regarder toutes les phases du dé, C'est ça. sans avoir besoin de personne d'autre. C'est ça. Et serait ça alors l'auto-coaching. C'est de pouvoir regarder la même pièce de différents points de vue. Oui. Faire tout seul, en fait, ce que ton coach te fait faire. Donc, il y a, dans les questions de coach, il y a les questions pour faire préciser, éclairer une situation pour le coacher, toujours. Et donc, j'aime bien donner cette anecdote en coaching pour arriver à faire ça bien comme il faut. Moi, je demande souvent à mes coachs qui me demandent comment tu fais. Je me mets comme si j'arrivais de Mars. J'étais un martien qui vient découvrir l'humain, donc qui ne sait pas comment fonctionne l'humain. Et je pose des questions jusqu'à ce que ce soit extrêmement précis. Donc, et comme ça, mon coach, c'est pas pour moi, parce que finalement, moi, je ne suis pas dans un interrogatoire de police, où là, on doit avoir une scène, précisément savoir ce qui s'est passé. Là, c'est plus pour que le coacher, avec mes questions, quand il est beaucoup trop général, s'il me dit « je me suis senti pas terrible comment ?» eh bien, ça lui fait préciser, c'est lui qui prend conscience de là où il en est. Oui, parce que j'imagine que les questions doivent être précises quand même. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que là, quand on dans la vidéo de Socrate, qui parle beaucoup des questionnements, mais à aucun moment il nous éclaire sur quel genre de questions et comment on pose les questions, quel type de questions, etc. Est-ce qu'il ne s'agit pas juste de poser des questions ? Tu l'as un petit peu dit, hein, de extraterrestre, mais est-ce qu'il y a une science du questionnement ? Parce que là, la maïotique, c'est l'art de poser des questions, mais pour moi, c'est pas assez, c'est encore confus, tu vois, c'est trop général. Tu vois ? On dit qu'il y a des questions puissantes en coaching. C'est toute la puissance, d'ailleurs. Ce sont des questions qui vont où il n'y a pas déjà... Alors déjà, on va commencer par celles qui sont à bannir et dans lesquelles on tombe parfois assez spontanément quand on n'a pas tout à fait travaillé dessus. C'est les questions qui induisent déjà les réponses. Oui. On voit ça parfois, des fois, oui. en journalisme. C'est bon, alors, comment tu te sens ? Parce que... Et on commence déjà à répondre. Est-ce que c'est où quand on oriente ? Est-ce que c'est plutôt ça ou ça ou ça ? Est-ce que ça pourrait être ça ? Et du coup, le coaché... Alors, parfois, on va avoir l'intuition et les bonnes réponses. Donc, le coaché va pouvoir choisir parmi nos propositions, mais on se prive de peut-être une 3e, 4e voie possible. Et puis, ça induit quand même. Il y a quand même ce rapport un peu de même si on doit être en position d'humilité, le coaché qui arrive, pour lui, dans sa tête, c'est le coach qui est le sachant. Et on a tout un travail à faire pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est lui qui sait, mais que nous, on est juste là pour révéler. Donc, le mieux, c'est vraiment de poser des questions les plus larges possibles, où le coaché va avoir tout l'espace créatif, introspectif pour répondre. Et on dit que dans les questions les plus puissantes, ça commence toujours par un « comment ». Un bon tips. Je vais me le noter. Par exemple, oui, mais si je ne l'ai pas fait, moi je demande parfois, j'avais demandé à une cliente qu'est-ce qui s'est passé, voilà, j'ai pas fait, parce que de toute façon, si j'avais fait, ça n'aurait pas marché. Et je lui ai tout de suite dit, comment tu le sais ? Voilà, et là c'est large en fait, parce qu'elle va aller chercher
Là, généralement, on récupère une croyance ou une projection. Voilà. Donc, comment, c'est déjà une bonne façon de... Comment c'est un mot large, en fait, qui va chercher, qui va explorer assez large. En quoi c'est important de venir bousculer les croyances? Parce qu'en fait, on a... Parce qu'une croyance, faut les challenger, les croyances. Une croyance, c'est quelque chose. C'est quoi une croyance? C'est quelque chose qu'on considère comme vrai, en fait. Voilà. Donc il y a les croyances aidantes, celles qui vont faire que ça va te booster. Si tu penses que tu es le plus fort du monde et que rien ne va t'arrêter, c'est peu importe que ce soit vrai ou pas pour les autres, pour toi, ça fait foi, et donc ça va être moteur. Mais si tu penses que tu es nul et que tu vas rien réussir, que tu ne finis jamais rien, je repense au driver qu'on a entendu enfant, par exemple, ça va finir par devenir une croyance que si tu commences à te mettre sur quelque chose, tu ne vas pas finir. Ça devient une croyance limitante. Et celle-ci, elle doit être challengée. C'est douloureux? C'est pas toujours facile pour le coacher, oui. Pourquoi c'est douloureux? Parce qu'une croyance, c'est comme une béquille, en fait. D'abord, et puis déjà, il faut en avoir conscience. Des fois, on n'a pas conscience. On prend conscience tout d'un coup, en coaching, qu'on s'est appuyé sur, tu vois, sur une croyance, et l'autre, donc c'est comme un pilier, une béquille, et puis tout d'un coup, le coach, avec une question, vient te challenger ça et te faire te questionner. Tu peux commencer à prendre conscience que peut-être ta béquille, elle va pas tenir, en fait. Oui. Comme tu t'es construit t'es construit là-dessus, c'est une partie de toi finalement. Donc quand on vient la bousculer, c'est accepter qu'il y ait une partie de nous qu'on abandonne pour une nouvelle. Mais c'est ça qui est douloureux. Ça me demande une autre question, ça m'appelle une autre question. Pour toi, c'est quoi la différence entre une croyance et une connaissance? Une connaissance, je dirais, c'est quelque chose que tu as appris. Il y a la notion d'apprentissage. Donc il y a plein de manières d'apprendre. Ça peut être quelque chose que tu as lu, quelque chose qu'on t'a transmis, plus ou moins tangible et vérifiable, statistiquement qui se vérifie, tu vois, un truc culturel, ancestral, voilà, ou quelque chose que tu as appris aussi en expérimentant, tu vois, et avec cette expérimentation, tu te rends compte, ça devient comme une loi, c'est quelque chose que tu sais. Quelque chose que tu es venu vérifier. Oui, il y a un côté vérifiable. Une croyance, c'est quelque chose que tu penses comme vrai, mais qui n'existe que dans ta carte du monde à toi, dans ton monde à toi, et qui est alimenté déjà souvent dont tu n'as pas conscience. Une croyance, souvent en coaching, moi je les fais émerger, les croyances. C'est quelque chose de... On est obligé de les déposer et de les dire. Du coup, si tu es obligé de déposer et de dire pour une croyance, comme tu viens de dire, comment tu peux, si tu es tout seul, venir te les bousculer, si tu as besoin de les expulser? Il y a des exercices d'auto-coaching où tu peux te faire toi-même déposer ta croyance sur l'argent, par exemple. Je pense à ça parce que c'est un peu le sujet en ce moment dans l'académie, ce que je suis en train de travailler. Sur l'argent, tu as des croyances, tu peux décider de te les lister, et puis ensuite, déjà là, ça fait émerger. Écrire permet quand même de formaliser. Et puis après, tu peux chercher d'où vient cette croyance.
Oui, c'est les faire sortir sur le papier. Ouais. Dans tous les cas, il faut que ça sorte. Oui, Si tu les sors pas... Ouais. C'est tant qu'elles sont pas gênantes et qu'elles t'aident, elles ont pas, à la limite, ils n'ont pas besoin de sortir. Enfin, Ouais, c'est vrai aussi. c'est plutôt quand tu rencontres un obstacle, enfin, c'est à cette occasion-là qu'on commence à se pencher sur soi. On pourra aller bien plus loin que les croyances. C'est quand on commence à voir une limite, on commence à dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Et que ça peut être une occasion d'aller réfléchir à ce qui nous motive, à ce qui fait qu'on est bloqué. Alors que quand tout roule, quand on pense que tout roule, on ne va pas aller s'interroger pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui... Voilà. En tout cas, au début. Après, quand tu es dans une démarche de développement personnel, c'est peut-être quelque chose que tu fais plus spontanément. Tu vois, et là, tu peux même être tout seul. Tu as été voir un coach à un moment donné, parce que c'est vrai que ce travail-là, les prises de conscience, souvent, on les conscientise quand il se passe vraiment quelque chose d'important et avec l'autre au début. Mais après, on apprend, ça s'apprend. Ce que tu fais en coaching, tu peux très bien le faire tout seul après. Te dire, moi, alors attends là, je crois ça, est-ce que c'est vrai? Tu vois, je pense par exemple à... J'avais appris à une cliente à sortir des présuppositions. J'étais sur les accords Toltec, là, ne présuppose pas. Parce que à chaque fois qu'elle voulait aller parler à quelqu'un pour dire ce qui était important pour elle, elle se disait, oui, mais il va dire ci, ça. Du coup, elle ne le faisait pas. Et donc, on a challengé ça en coaching, on a travaillé là-dessus. À chaque fois, je dis, mais comment tu le sais, ce qu'il va dire? Et du coup, après, il y a des exercices en coaching pour travailler ça. On fait en PNL, on a un protocole super pour aller se mettre à la place de l'autre et faire les réponses. Et du coup, elle a levé ça. Tu vois, et elle est allée parler. Puis en plus, elle s'est rendue compte, parce que ça marche quand même assez bien cette affaire-là, que finalement, tout ce qu'elle avait imaginé, il y avait une grosse part qui se passait chez elle, en fait. Et que ça s'était bien passé. Et maintenant, je sais qu'elle fait ça, pour la suivre un peu, je sais qu'à chaque fois qu'elle commence à se dire non, qu'elle voit qu'elle va être en présupposition, hop, elle se re-challenge et toute seule, elle s'auto-coach en fait. Automatisme. Elle dit, attends, alors je sais aussi, j'ai un témoignage d'une cliente qui me dit ça, je pense à Catherine et qu'est-ce qu'elle dirait, tu vois. Après, on prend le réflexe de faire. Mais c'est vrai qu'au début, c'est bien d'avoir quelqu'un pour t'aider à faire ça. Et pour acquérir des nouvelles habitudes, quoi. De réflexion. Oui. Bon, ce que j'entends, comme à chaque fois, c'est que si t'es pas prêt à faire ça, ça sert à rien, quoi. Enfin, il faut être déjà disposé. Oui. C'est vraiment... ça revient tout le temps, quoi. Oui, parce qu'il y a un truc de remise en question. Oui. La remise en question, c'est pas toujours confortable. Si tu dis que tu sais, tu te remets pas en question. Ouais. Il vaut mieux dire que tu crois que tu sais, mais t'es pas sûr, donc tu vas aller vérifier. C'est ça. En préparant l'émission, j'ai été regarder un petit peu, là, je me suis remise un peu sur Socrate, pour ne rien me cacher. Et j'ai vu qu'il y avait il y a un terme qui disait ironie, l'ironie socratique. Donc tu vois, ça a même fait l'objet presque d'une marque déposée. L'ironie socratique, c'était la force de Socrate, c'était de poser des questions parfois qui apparemment n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et c'est intéressant parce que des fois, en coaching, on fait ça. Il y a les questions dont je te parlais tout à l'heure qui sont pour faire éclairer une situation. Donc, ça va être des questions qui vont se suivre. On va, pour faire émerger donc des questions de précision, on va rester sur la même situation et on va l'éclairer. Et puis, des fois, on a une question qui n'a a priori rien à voir avec la situation du moment. Tu vois, et qui vont venir... que moi, je mets souvent quand j'observe mon coaché et que je vois, par exemple, une expression, un non-verbal qui tout d'un coup colle pas et pas tout à fait en phase avec ce qu'on me répond.
Et j'ai envie d'aller investiguer. Et puis, il y a toujours ce coaching, cette partie intuitive qui fait que des fois, j'ai une question qui me descend et que je m'autorise à la poser. Et on part d'apparence complètement ailleurs. Et ça fait émerger un fil, finalement, qui relie et qui fait sens, en tout cas, pour le coacher. Et donc, ça m'amène à préciser qu'il y a la question et puis il y a l'écoute de la réponse. De la même façon qu'on peut pas faire, on doit faire à deux, il y a aussi comment c'est bien de poser une question, c'est encore plus important d'écouter la réponse. Alors, la réponse qui peut être en mots, mais qui peut être aussi en non-verbal, en gestuel, en ressenti, et qui va faire que ça va te donner des indications pour poser la question suivante, qui parfois n'aura rien à voir. Donc c'est vrai que je prends conscience en me disant ça, de comment, finalement, oui, c'est très socratique, cette histoire-là. Donc Et en coaching, c'est extrêmement aidant. Et puis ça permet aussi de sortir. Des fois, c'est très bien pour sortir, par exemple, d'un état émotionnel qui peut être difficile. Le coaché qui vient d'évoquer une situation et hop, on le sort de cet état-là. On fait comme une diversion et hop, on va lui poser une question qui n'a rien à voir. Des fois, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pour le sortir d'un état émotionnel. En fait, tu fais comme Socrate, quoi, quand tu coaches. Oui, je ne le savais pas à ce point-là, mais oui. Du coup, est-ce que on pourrait dire que Socrate, il était coach? On pourrait, ou en tout cas, il était peut-être, en tout cas, à l'origine oui, à l'origine du coaching, très certainement, oui. Ouais. Mais c'était un philosophe. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que les coachs aujourd'hui ont fait un peu de la philosophie aussi, socratique? D'une certaine façon, dans la manière d'interroger, de réfléchir, de faire réfléchir, oui, très certainement. C'est-à-dire de ne pas d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de ce que dit ton coaché, d'aller au-delà et de questionner. Oui, je pense que là, on voit bien le parallèle avec la philo, c'est questionner ce qui est apparent pour faire émerger quelque chose de moins apparent, oui. Ouais. En ce sens, oui. Et du coup, on en revient à son credo qui est connais-toi toi-même, quoi. Mais avec l'aide d'un coach, on pourrait rajouter. Ouais. Avec la vidéo que j'ai vue et là, ce que tu me racontes, pour moi, je fais vraiment un pont très clair entre la maïotique et le coaching, quoi. C'est... Même si on voit que le coaching évolue, et t'en parles très bien aussi à d'autres moments, qu'on n'est plus juste dans l'art de questionner, mais le lien est très fort, quoi. Et pourtant, il y a des... C'est quelle année, Socrate? Moins 400 et quelques avant Jésus-Christ, je crois. Dans les moins 500. Ouais, c'est ça. Et on est en 2022. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose d'aujourd'hui, mais ça a été créé il y a des siècles, quoi. Donc, personnellement, je trouve ça très fascinant. J'aime beaucoup. C'est très intéressant. Et voilà. C'est bien, oui, ça m'a fait aussi réfléchir, tu vois. Et ouais. Pardon. Dis-moi. Parce qu'il y a un truc qui vient. Et je me dis qu'en fait aussi, parce qu'on parlait du dialogue, on parlait du fait d'être deux, parce que on a parlé d'auto-coaching, mais après là, tu as quand même évoqué le fait que ce qui était important, c'est l'écoute aussi. Qu'est-ce que la personne va dire à travers son non-verbal et tout ça. Donc pour moi, c'est quand même vraiment important d'être deux à un moment donné. Et le 2, on est dans la mise en mouvement, quoi. C'est vraiment pour moi le nombre de la mise en mouvement, de passer à l'action, quoi.
Il y a un côté moteur, puis il y a un Ouais. côté feedback aussi. Ouais. Avoir du retour sur ce que tu fais, ce que tu dis. Ouais. C'est l'image qui me venait là. C'est comme une balle que tu renvoies. Je pense à quand on s'entraîne au tennis. Moi, j'ai fait ça beaucoup. C'est comme si quand tu lances la balle et que tu es tout seul et qu'il n'y a personne en face, ça ne revient pas. Et que je me suis beaucoup entraînée contre un mur. Parce qu'à un moment donné, pour progresser, il faut que la balle revienne. En Oui. fait. Donc il y a un peu ce côté-là, peut-être de l'autre te renvoie quelque chose, même quand il ne dit rien. Oui. Moi, des fois, je dis rien et je vois que la personne en face, elle comprend quelque chose tout d'un coup. Oui. Et ça s'est probablement passé au niveau plus inconscient. Ouais. Mais le fait d'être deux a fait avancer Oui. quelque chose en face. Et puis, je pense que c'est plus qu'un un mur quand même, ça te renvoie un peu la balle droit, quoi. Mais si t'as vraiment quelqu'un en face, tu peux la faire courir un peu, tu vois, pour aller chercher et aller la récupérer, quoi. Et c'est... Ouais, tu bouges, quoi. Tu transpires un peu aussi. Et puis c'est le parallèle avec cette histoire de la faire bouger. C'est aussi tout le travail du coach qui va t'amener dans des endroits, il va te faire te balader dans la pièce pour la voir autrement, ce que je te disais tout à l'heure, te faire voir la situation autrement, t'emmener dans des endroits où tu n'as pas forcément envie aller dépasser, il va falloir que tu ailles te chercher. Oui, il y a ce côté-là aussi. Dès notre naissance, la vie nous demande de quitter l'état confortable de symbiose avec la mère, sorte d'unité fusionnelle pour venir au monde et créer ce deux, moi et l'autre. Ce deux est vu comme la base de la relation finalement et permet l'ouverture de la conscience. Et le nombre 2 est la genèse du vivant et donc la genèse de la mise en mouvement. Et ce passage, il est tiré d'un bouquin qui s'appelle Le choix du vivant, qui a été écrit par Marie-Hélène Strauss et Éric Julien. Et tout à l'heure, quand tu parlais, ça m'a rappelé cette notion d'altérité, en fait, entre le coach et le coaché. Il y avait un point que j'aimais bien, c'était en fait, la maïotique, c'est le fait de faire accoucher. En fait, attends. Quand un enfant vient au monde, que c'est une femme qui va faire accoucher l'enfant, on appelle ça une sage-femme. Si c'est un homme, c'est un maïoticien. Ça vient de l'accouchement. C'était une notion que j'ai beaucoup aimée. Parce que ce que fait la sage-femme, ou le maïoticien, du coup, c'est de faire sortir du ventre, tu vois, de la mère, expulser quelque chose, faire sortir l'enfant. Et la maïotique, c'est l'idée de faire accoucher des idées, accoucher de la connaissance, tu vois. Et c'est le fait, grâce au questionnement, de pouvoir permettre aux idées d'émerger et de sortir. Et c'est comme en coaching où, à un moment donné, l'idée, tu la sors et tu le savais pas qu'elle était là, mais grâce au questionnement, t'accouches de ta propre vérité, en fait. Tu vois, c'est ça. Faire accoucher de ta vérité. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais beaucoup aimé ce parallèle et cette idée de faire accoucher de quelque chose qui est là à l'intérieur de moi, pour le voir, m'en rendre compte et justement pouvoir le questionner, le réfléchir. Ça vient sur un des principes un peu du coach qui est... Il y a un postulat qui dit que les ressources sont à l'intérieur de la personne et que nous, on est là pour s'appuyer dessus, les révéler, peut-être le faire accoucher d'une prise de conscience de tout ce qu'il a en lui. Oui. Ouais. Et c'est vraiment comme ça que moi j'ai vécu toutes les séances de
coaching, quand je me suis fait coacher, c'était vraiment ça, quoi. L'impression de... Ah, enfin, il y a des trucs qui étaient là, mais c'était flou. Voilà, c'était flou. Souvent, on me disait comment tu repars. Ah bah, avec vachement plus de clarté, tu vois. Il y a des choses qui se sont dévoilées. On a enlevé le voile, quoi. On a découvert pour voir la vérité qu'il y avait dessous, quoi. Et c'est en ça qu'il y avait pour moi le lien avec l'accouchement, quoi. Puisque c'était quelque chose qui était déjà à l'intérieur de moi. On n'est pas venu le créer ou c'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a mis. C'est à moi. Oui, puis le parallèle que je peux faire du coup avec cette histoire d'accouchement, il y a des accouchements sans douleur, mais il y a des accouchements plus douloureux, il y a des fois des expulsions. Moi, je vois bien des fois en coaching, ça sort, d'ailleurs il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Des fois ça pleure, parce qu'il y a comme une délivrance, mais qui a coûté. Et puis des fois ça se fait progressivement, on prépare le travail des heures avant. C'est là, et ça se fait tranquillement jusqu'à la délivrance, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. C'est un peu aussi chacun son rythme d'accouchement et chacun sa douleur ou plus ou moins intense, quoi. Tout à fait. Et quand t'accouches, t'es souvent accompagné quand même. T'es pas tout seul. Ouais. C'est mieux. Mais ça rejoint aussi... J'en parlais de ça, et je le dis souvent, c'est que c'est important, c'est là où c'est important aussi d'aller se faire épauler en tant que coach, parce que parfois, si ça n'accouche pas tout de suite, on va penser que ça va venir générer soit des doutes, de se dire mais est-ce que j'ai assez bien bossé, voilà, on n'y arrive pas dans cette situation, je n'y arrive pas, ou poser sa carte du monde, dire bah moi, c'est très inconscient, mais dire ah bah moi, normalement, elle devrait y arriver avec ce qu'on a mis en place, ça devrait venir plus vite. Voilà, c'est la différence entre un coach et une super amie, en fait, qui, elle, va être là et va vouloir que ça marche. Et le coach doit avoir ce recul et de savoir que, possiblement, le travail d'accouchement va prendre du temps. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu... mettre en place, ou c'est juste le rythme de la personne qui est différent. C'est ça, et à toi de l'accompagner à son rythme, quoi. Tout à fait. Et c'est un vrai travail. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'apprend en termes de technique et de connaissances, on parlait de connaissances tout à l'heure. Ça se travaille en cheminement aussi, parce qu'il faut travailler sur soi pour ça. Parce que spontanément, des fois, quand ça ne va pas assez vite, voilà, on a envie que soit que ça avance, ou on se remet en question aussi. On veut tellement bien faire. On se dit, mais mince, ça marche pas. Oui, ça m'est arrivé une paire de fois, ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste que l'autre, il est en train de maturer, il est en train de... Voilà, il n'a pas encore perdu les os, quoi. Ça se fait, le travail a commencé, mais il est moins visible. Et puis, tout d'un coup, non, puis ça doit être important, en plus, de laisser le rythme à la personne. Ça peut être hyper stressant, quoi. Imagine, on te dit, bah, t'accouches quand Wow. Laisse-moi le temps, quoi. Oui, et puis ça peut venir, tiens, on parlait de croyance, lui faire penser que finalement, elle va pas y arriver, quoi. Oui. Que c'est pas normal. Oui. J'ai souvent des clients qui me demandent, ils me disent... on est bon là, ça va dans le rythme, j'ai l'impression que je suis lente, les autres, enfin voilà, c'est pas dit comme ça, mais il y a quand même ça qui se cache derrière, quoi. C'est pas trop long, est-ce que tu penses que je vais y arriver? Ça met quand même aussi au coach une grande responsabilité, parce que en voulant bien faire, est-ce que tu peux pas aussi générer de la souffrance chez la personne si justement t'as pas été formé à ça correctement, si tu t'es pas questionné sur comment tu faisais, sur ta pratique, si t'as pas aussi travaillé sur toi, etc., etc. Est-ce que tu peux pas venir finalement générer quelque chose de pas cool, quoi. Bah oui, parce que tu vas faire spontanément avec tes réflexes et selon là où t'en es, ce que t'as travaillé,
comment tu as avancé, ben, tu peux tomber dans certains travers. Oui. Ouais. Bah, Socrate, il a enseigné la maïeutique. On va rappeler Socrate. Non, mais oui, c'est pour dire que c'est un enseignement, quoi. C'est pas... Bon, il y a des choses, il y a peut-être des prédispositions pour certaines personnes, il y a des choses qui sont un peu innées, ou cette histoire de vocation, tu sais, à un moment donné, mais il y a quand même tout un apprentissage à avoir derrière, quoi. C'est un vrai métier. Mais oui. C'est un métier, et comme tout métier, ça s'apprend. Et la particularité de ce métier, il y en a d'autres, hein, tous les métiers d'accompagnant, quelque part, demandent, de la technique, du développement personnel, en fait, du cheminement. Oui. Et je rajouterais 3, continuer d'être accompagné, d'être supervisé. Dès lors qu'on a un métier, je pense les thérapeutes, les psychothérapeutes, tout ça, on est tous passés par un chemin de développement personnel, voire d'analyse, quand on aborde les côtés plus psy, tu vois. Et puis après, il y a la supervision, c'est-à-dire pouvoir aussi soi-même déposer quelque part une difficulté sur une séance, un questionnement, ou venir recycler un moment émotionnel qui a été particulièrement compliqué pour soi. Oui. Voilà. Et puis, avoir aussi le retour sur ce que tu fais, même quand tu penses que tout a bien été, tu parles un peu de ta séance et avoir le retour d'un superviseur qui va pouvoir te dire, c'est ce fameux retour d'être à 2, tu vois, oui, là, super, hein, en revanche, là, t'as pas un peu projeté tes propres pensées, Voilà, c'est important aussi ça, parce qu'on s'en rend pas forcément compte tout le temps, quoi. Tu vois. Bah oui, bah c'est du développement pro, le développement perso et le développement pro, et ça te permet de toujours rester clair, de continuer à évoluer et aussi de pas t'user. Finalement. C'est ça. Quand tu fais de la philosophie, comme tu fais de la philosophie socratique, tu fais du coaching, et quand tu fais du coaching, tu fais aussi de la philosophie. Ouais. Et que finalement, coaching et philosophie, ça pourrait être la même chose, en fait. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci Socrate. Bah oui, finalement, parce que déjà, c'est grâce à lui qu'on peut en discuter là ce soir, donc merci pour ce moment. Et oui, c'est peut-être un des pères fondateurs, alors, quelque part, du coaching. Et puis tu vois, moi, ça me donne envie d'aller un peu me replonger dans la philo, cette affaire-là. Ouais. Pourquoi ? Essayer de comprendre un peu mieux Ce qui me vient, c'est que la phrase que j'ai en tête, là, c'est que finalement, on n'a pas à les opposer, ça se complète, tu vois. Ça s'inspire l'une de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. De la même façon que finalement, la christologie, c'est inspiré, tu vois, de la maïeutique et en même temps, donc de la philo. On aurait quelque chose à tirer de la philo. Et tu disais tout à l'heure, la philo aurait peut-être quelque chose à... On pourrait peut-être faire de la philo ou l'approcher un peu comme du coaching. J'en sais rien. Il y a quelque chose à aller... Il y a un enrichissement mutuel oui. à venir chercher. Oui. Ça t'a éclairé, ça ? Comment tu repars là avec tes... Je pars avec... oui, ça m'a... T'es venu approfondir en fait l'idée que je m'étais faite avec cette vidéo et le coaching. T'es venu vraiment répondre en profondeur finalement aux questions que je me posais, et dans tes réponses de coach, j'ai entendu toutes les réponses philosophiques de Socrate qu'il y avait dans la vidéo. Donc pour moi, clairement, le lien, il est très fort. Et pour moi, faire du coaching, c'est aussi faire de la philosophie, quoi, et inversement.
maintenant, je peux le dire. Suite à cette discussion, je mets plus un point d'interrogation, je mets un point à cette phrase. Super. C'est OK pour toi? Ouais. Merci Amélie pour ce bon moment. Merci Catherine. J'étais ravie d'échanger avec toi sur ce magnifique sujet. Merci de l'avoir apporté. J'espère qu'il vous aura inspiré. C'était Café Coaching avec Socrate. Cogitez bien, inspirez-vous, allez relire peut-être des choses. Voilà. Et puis les coachs, intéressez-vous, allez challenger vos pratiques. Et je vous donne rendez-vous au prochain Café Coaching. Belle semaine. Merci beaucoup.